accepté de prendre mon relais. Et puis j'ai un autre co-animateur qui vient 2 fois par mois, un autre bénévole qui vient 2 fois par mois, parce que c'est très lourd à faire comme émission. J'avoue que quand les vacances scolaires arrivent, je suis contente. Fin 70, début des années 80, et Wetwell avec ACDC pour refermer la matinale de ce jeudi 12 novembre. Je vous souhaite une agréable journée et à noter que le groupe ACDC sera de retour demain avec un nouvel album, Power Up. Voici maintenant Florence qui va vous accompagner jusqu'à 11h pour le bar de l'économie. À demain. Halloween, c'était trop tard. Halloween, c'est trop tard, mais c'est Halloween tous les jours avec moi. Et en tout cas, c'est gai. Aujourd'hui, on a besoin de gaieté. Ah ouais. Dans cette Moi, je suis toujours très période gaie. difficile. Je suis une éternelle optimiste. C'est parfait, ça. Il y a des fois, bien sûr, comme tout le monde, mais après, faut... C'est vrai. Donc, vous parlerez bien près du micro, hein? C'est celui-ci, oui. Comme ça évitera de... Ou alors un petit peu sur le côté. C'est vrai. Attendez. De toute façon, il faut être devant. Ah d'accord, il y a une caméra. Ah oui, là. Je suis ému, je regarde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe et Christophe à la technique. J'ai mon harem qui est avec moi, j'ai beaucoup de chance. En tout cas, bienvenue au Bar de l'économie. Vous pouvez nous suivre en FM 98.0, mais bien sûr aussi en vidéo, live via Facebook, page Bar de l'économie. Et puis sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va parler éthique, on va parler de la consommation plus respectueuse et puis on va faire connaissance de la ville de Moisselles en Val d'Oise. Grâce à mes invités du jour, j'ai la chance d'accueillir Véronique Ribou. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour chers auditeurs, bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la maire de Moisselles, vous faites partie de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, dont vous êtes la vice-présidente déléguée à l'entrepreneuriat. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses dont on va parler ensemble aujourd'hui au niveau des entrepreneurs, j'allais dire les pauvres. À vos côtés, justement, Séverin Prats, entrepreneur. Vous êtes un bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes un entrepreneur social, fondateur et président d'Éthique Cadeau. Vous voulez favoriser le développement d'une consommation plus respectueuse. Alors, on verra comment et plus respectueuse de qui, de quoi. C'est ça dont vous allez nous parler tout à l'heure. Et puis, comme d'habitude, bien sûr, on fait les infos du jour et on va tout de suite commencer par On va essayer de commencer par la chronique santé si elle est prête à monter dans la machine. Sinon, on va commencer avec notre première info du jour. C'est l'hommage à Charles-Henri Flammarion qui avait dirigé la maison jusqu'en 2003. Dans un communiqué, l'actuelle présidente, Anna Pavlovitch, fait état de sa disparition. Le monde de l'édition, dit-elle, perd une de ses grandes figures emblématiques. La maison sait ce qu'elle doit à son audace visionnaire, une diversité éditoriale qui fait aujourd'hui notre force, indique-t-elle dans son communiqué. Aujourd'hui intégrée dans la holding Madrigal, qui a aussi les éditions Gallimard, la maison Flammarion avait été créée en 1876 par Ernest Flammarion, l'arrière donc grand-père de Charles-Henri, qui avait occupé les postes d'attaché de direction et de directeur général. En 85, il était devenu PDG de la librairie et en 99, il sera aux commandes pour le rachat de Casterman, la maison de BD qui publie entre autres Tintin qu'on connaît tous. Il a publié entre autres un auteur français qui s'exporte, l'un des mieux qui s'exporte à l'international, c'est Michel Houellebecq. Alors Véronique Ribou, est-ce que ça vous attriste? C'est une belle maison, Flammarion. Alors Flammarion, je vous rejoins, Florence, c'est une très belle maison. Bien sûr que c'est toujours triste quand on voit un fondateur disparaître. Et ceci dit, je pense qu'il y a déjà un petit moment qu'il avait quand même préparé sa relève. Mais c'est vrai que Flammarion, qui est une belle maison d'édition, aujourd'hui, je pense que dans l'époque que nous vivons, c'est important. La lecture est importante et je pense que quand on est isolé, la lecture peut apporter du réconfort et
Une habitante de Moisselles me disait qu'elle croyait beaucoup à la culture, et dont la lecture en fait partie, pour essayer de sortir un peu les gens de leur torpeur. Et je la rejoins, je crois qu'elle a un peu raison, mais je suis persuadée que la nouvelle dirigeante de Flammarion sera digne de la succession et que ce sera toujours une belle maison d'édition. Merci beaucoup Véronique Riboud. Autre info du jour, c'est l'enquête IFOP qui est tombée hier. Les Français et le reconfinement entre dépression et transgression. Eh bien, écoutez, en à peine une semaine, une majorité de Français, 60%, admet avoir transgressé les règles de circulation depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau confinement le 30 octobre. Un taux quasiment 2 fois plus élevé que celui du mois de mars-avril. 4 Français sur 10, 32% de la population, vont affronter ce second confinement seuls. 14% des personnes seules mais disposant d'un partenaire sexuel occasionnel ont déjà transgressé ce confinement pour voir leur moitié. Et 1 sur 4, 25%, pensent le faire d'ici la fin du confinement. La moitié des salariés exercent une activité télétravaillable, seulement 11% ayant dû aller sur leur lieu de travail alors que ce n'était pas indispensable, ont rapporté les faits à leur syndicat et ils n'ont que 5% à les avoir rapportés à leur inspection du travail. 46% des salariés ayant un poste totalement télétravaillable travaillent tous les jours depuis leur domicile. Les autres alternent entre présentiel et télétravail, 40%, ou se déplacent tous les jours sur leur lieu de travail habituel, 14%. Alors, anxiété, plus 27%, troubles du sommeil, plus 38%, dépression, 12%, mais aussi un sentiment de désespoir chez 36% des Français. Le reconfinement semble donc plus difficile à vivre psychologiquement qu'en mars, si l'on en juge par la proportion de Français admettant ne pas avoir le moral. Eh bien, la conclusion, c'est qu'il y a une usure psychologique générale. Je pense que ça vous interpelle, ces chiffres, Véronique Riboud? Oui, effectivement, moi je suis très inquiète pour la population parce que c'est vrai que le télétravail, là, c'est quand même une rupture avec le lien social en milieu professionnel. Les personnes seules sont de plus en plus seules. Et moi, je m'inquiète parce qu'en fait, c'est sûr que la santé des Français est une priorité, mais la santé, elle se décline sous plein de choses. Et la solitude, là, est de plus en plus importante chez les personnes âgées. Moi, à la mairie de Moisselles, nous avons un service dédié à ça. Mais les gens sont très inquiets et puis ils pensent qu'ils ne vont pas passer Noël en famille. Alors c'est vrai que globalement, quand même, moi je trouve que les gens essayent de respecter ce confinement, même s'ils transgressent un peu. Mais c'est bien naturel, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense que c'est. Et heureusement qu'on transgresse un petit peu. Je ne les encourage pas à faire ça, hein, bien sûr. Mais c'est bien naturel parce que c'est vrai que c'est compliqué, les gens n'ont pas le moral. Enfin, on vit une situation... On pense surtout aux personnes seules, parce qu'effectivement, c'est à tous âges qu'on peut se retrouver seul. Et là, c'est très difficile parce qu'on peut, comme vous avez dit tout à l'heure, on peut très bien lire, regarder des films, mais ne pas s'exprimer, ne parler à personne, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et puis, malgré tout, les relations humaines, aujourd'hui, peut-être même si on y attache un peu moins d'importance... c'est toute la valeur de la vie, ça c'est la vraie vie. Se retrouver face à un mur et parler, et je vois, les remontées que j'ai du terrain par la personne qui est en charge des personnes seules, isolées, en fait, dit qu'en ce moment, elles sont quand même un peu dépressives. Hein. Alors vous venez de le dire, Véronique Riboud, vous êtes maire de Moisselles, je le rappelle, vous avez dit que vous aviez un service dédié. Est-ce que vous voyez un taux d'appel plus important qu'à l'accoutumée ? Alors, un petit peu, mais pas significatif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes isolées et les personnes seules et les personnes qui sont vieillissantes, en fait, finalement, vous savez, l'isolement, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand vous commencez à être isolé, ben en fait, vous vous isolez tout seul et c'est pas pour ça, et c'est là le danger d'ailleurs, c'est pas pour ça que vous allez songer à appeler les services de la mairie, par exemple, ou des proches. En fait, l'isolement, c'est quelque chose qui est permissif et qui finalement, on ne se rend pas compte. Et c'est là toute ma préoccupation, c'est que les gens s'isolent aussi d'eux-mêmes. Et puis, encore une fois, c'est une roue qui s'enchaîne et les gens se laissent tomber dans la solitude et forcément dans la dépression. Merci beaucoup pour tous ces commentaires. On va poser la même question à Séverin Prats.
Oui, merci. Alors moi, en tant qu'entrepreneur, on s'était pas mal posé la question lors du premier confinement. On était 4 à l'époque, parce qu'on était encore plus petits que maintenant. On avait une des personnes de l'équipe qui justement s'était sentie un peu mal et on s'était posé la question comment est-ce que sur ce deuxième confinement, maintenant on est 9, 6 mois plus tard, comment est-ce qu'on peut faire pour garder cet esprit d'équipe, pour essayer que les salariés ne sont pas isolés. Donc on a mis en place plusieurs choses. Déjà tous les lundis matin, on a notre réunion d'équipe qui au début on commence par une météo du jour où chacun dit comment il va, si ça va bien, ça va moins bien. Donc si quelqu'un va moins bien, déjà toute l'équipe le sait et peut justement être d'autant plus agréable avec cette personne. Ensuite, tous les autres jours, en fait, on a constitué des binômes qui changent tous les jours, ou des trinômes, parce qu'on a un nombre impair, à la machine, ce qu'on appelle la machine à café. Donc, en fait, l'objectif, c'est que les deux personnes se retrouvent au téléphone ou sur Skype et parlent de n'importe quoi, sauf de boulot. On a mis en place aussi un déj d'équipe une fois par semaine, qui est facultatif. Aussi des activités, yoga, etc. Donc, chacun, par exemple, anime son activité. Alors, c'est pareil, c'est facultatif, mais l'idée, c'est d'avoir toujours ça. Et alors vous avez créé ces activités qui sont faites combien de fois par semaine? Est-ce que c'est une fois? Alors par exemple, le déjeuner d'équipe c'est une fois par semaine, c'est-à-dire qu'on déjeune tous chez nous, mais on le fait ensemble. Et encore une fois, ça c'est facultatif bien entendu, mais on était tous là au premier, donc comme quoi ça a l'air de plaire. Sur le yoga, alors c'était le yoga, mais ça peut être une autre activité. Le premier jour c'était ça. C'est une fois par semaine aussi. L'idée c'est de se retrouver ensemble, de faire une activité. Parce que tous ces liens au travail, parce que le travail c'est pas uniquement travailler, c'est se retrouver, on peut les perdre. Et là justement l'idée c'est comment est-ce qu'on les reconstitue. Et on a aussi bien sûr, alors on a fait quelque chose qui est assez original, c'est qu'on a tiré au sort le jour où l'annonce du confinement a été faite, enfin le lendemain parce que le jour même c'était le soir. On a chacun tiré au sort un ange gardien, enfin quelqu'un dont on allait être l'ange gardien. Donc on est tous l'ange gardien de quelqu'un dans l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait on doit prendre soin de lui, on ne sait pas qui on est, et en fait on doit faire en sorte que toujours il se sente au mieux. Donc si il y a un petit coup de mou, s'il y a des choses comme ça, ou peu importe, en fait notre rôle en tant que gardien c'est de prendre soin de cette personne. Voilà. Et en plus des outils qu'on a, pour que sur ma soeur, on utilise Discord qui est un peu comme WhatsApp ou Slack, voilà, ce qui permet qu'en fait on est en communication permanente les uns avec les autres. Et bien sûr, chacun peut couper la communication quand il le souhaite. L'idée c'est pas d'être invasif, mais c'est au contraire d'avoir quand même des outils pour rester ensemble et créer cette communion entre nous, malgré le confinement. Ce sont des super idées, bravo pour tout ça. Et c'est bien d'avoir, je note l'idée d'être un ange gardien de l'un ou l'autre d'une équipe, sans qu'on sache qui est l'ange gardien donc, de l'autre, ce qui veut dire que c'est la surprise quand vous vous contactez. Ouais, alors c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui veille sur moi, je ne sais pas qui c'est, mais qui fait qu'en fait, alors, je sens que je suis plutôt bien, je suis plutôt optimiste, etc. Mais je sais qu'il y a quelqu'un dans mon équipe, je suis son ange gardien, donc si je sens un petit coup de mou, mon rôle c'est de faire en sorte que qu'elle aille bien, soit moi directement, voilà, je peux lui envoyer des petits messages un peu gentils ou voilà, prendre soin d'elle plus particulièrement, parler d'autres choses que de boulot, savoir ce qu'il n'y a pas, ou sinon je peux en faire part aux autres gens de l'équipe dont elle est plus proche, ce qui permet aussi de dire, bah, je crois que un tel, elle est, tiens, parce qu'il y a un petit coup de fil et tout, je crois qu'elle a un petit coup de mou ou des choses comme ça. Voilà, c'est un peu l'idée derrière tout ça. Donc super initiative. Je sais que beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent. Du coup, ben voilà plein d'idées. Merci Séverin Prat pour toutes ces bonnes idées. Je suis sûre que Véronique Ribou peut-être pourra même les mettre en place à la mairie de Moisselles, n'est-ce pas Véronique Ribou? Oui, bah écoutez, franchement bravo. C'est de très belles initiatives. Alors c'est vrai que nous aussi dans les mairies on a des gens qui sont en télétravail. C'est un petit peu plus compliqué, la mission est plus compliquée parce que c'est vrai que les mairies, on a besoin de beaucoup de documents pour travailler, mais en tout cas je vous félicite, c'est vraiment des belles initiatives, des bonnes idées. Souvent on est surpris quand même par la façon dont la jeune génération, parce que bon, Séverin est tout jeune, je le répète pour ceux qui ne nous voient pas. Et vraiment félicitations et bravo pour toutes ces belles initiatives. Voilà, alors donc voilà comment justement rehausser le moral des Français contrairement à l'enquête IFOP. De bonnes idées, merci beaucoup Séverin Prat et Véronique Ribou. Alors, autre info du jour, c'est l'Assemblée nationale qui a bien adopté cette semaine le nouveau budget dont je vous avais parlé avec 20 milliards d'euros supplémentaires. Ce nouveau projet de loi rectificative adopté par les députés ajoute donc 20 milliards de dépenses supplémentaires pour soutenir les entreprises et les indépendants,
plombé par le reconfinement. C'est le 4e budget de crise. Plusieurs députés ont fustigé les conditions déplorables d'examen de ce texte, avec un débat toute la nuit pour parcourir 500 amendements et transmettre le projet de loi au Sénat où il est attendu en séance lundi prochain. Les 20 milliards mis sur la table correspondent à un coût d'un mois de confinement. C'est évalué à 15 milliards et à une prolongation temporaire de certains dispositifs après le déconfinement. Suite à la grogne des petits commerces contraints à leur fermeture, le ministre de l'économie Bruno Le Maire leur a dédié ce nouveau budget, leur promettant une protection supplémentaire, notamment grâce au fonds de solidarité. Son montant est gonflé de 10,9 milliards, plus des 9 milliards déjà prévus. Son accès nettement élargi à des secteurs comme les loueurs de voitures, les fleuristes, et des montants augmentés de 1 500 à 10 000 euros maintenant pour le mois de novembre selon les cas. Donc entrepreneurs, indépendants, eh bien faites vos dossiers pour demander toutes ces subventions. Le dispositif d'activité partielle est lui doté de 3,2 milliards d'euros supplémentaires et 3 milliards d'exonérations de cotisations sociales programmées. Alors Bruno Le Maire a demandé à tous les bailleurs de France de renoncer à un mois de loyer en novembre. En échange d'un crédit d'impôt. Oui, mais l'appel à payer l'impôt du trimestre pour tous les bailleurs est quand même tombé au mois de novembre. Alors il a aussi insisté sur l'aide à la digitalisation avec une enveloppe globale de 60 millions d'euros, alors qu'un commerce sur 3 est numérisé en France et c'est insuffisant, a-t-il dit. La dette de l'État, eh bien sûr, elle va s'envoler. Elle va être à, pour l'instant, pratiquement 120% du PIB. D'ailleurs, on ne parle plus et plus personne ne parle de dette. Je suppose que vous avez entendu les économistes. Au contraire, on va parler maintenant de l'économie que génère une dette. Et puis, le montant total des dépenses liées à la crise du Covid, eh bien, pour l'instant, ça devrait atteindre 86 milliards d'euros cette année. La droite qui a voté ce 4e plan de relance, comme elle l'avait fait pour les précédents, dénonce les injustices dans les activités fermées et s'inquiète des prêts consentis par l'État qui, selon elle, ne pourront pas être remboursés. Les LR réclamaient aussi un fonds pour les loyers plutôt que le dispositif complet de crédit d'impôt inscrit pour les propriétaires renonçant à des loyers, comme il a été suggéré. Pour la culture et le sport, des enveloppes de 100 millions d'euros sont budgétées pour compenser les pertes de recettes et de billetterie. Et pour les foyers les plus modestes, sont prévues des primes exceptionnelles aux bénéficiaires du RSA, pour les chômeurs aussi en fin de droit et les moins de 25 ans. Et le total du budget, c'est 1,1 milliard d'euros. Alors le gouvernement et la majorité se sont réjouis dans la nuit de l'adoption de 170 millions de crédits supplémentaires pour l'insertion par l'activité et la lutte contre la pauvreté en reprenant les annonces de Jean Castex sur la création de 30 000 postes dans les structures d'insertion par l'activité économique. Olivia Grégoire, c'est la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, a aussi œuvré en faveur d'un nouveau fonds d'urgence de 30 millions d'euros pour les petites associations de son secteur. Et un autre amendement à hauteur de 82 millions d'euros servira à financer des dispositifs de soutien pour l'automobile, l'aéronautique civile ou l'aide à la relocalisation dans les secteurs critiques. Est-ce que mes invités du jour veulent faire un petit commentaire? Qu'en pensez-vous? Séverin Prats. Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il est nécessaire de soutenir nos commerces de proximité. Ils sont essentiels dans la vie de tous les jours. On ne veut pas juste qu'à la fin de cette crise, il ne reste que les géants du web qui ont su s'adapter beaucoup plus vite et qui étaient prêts. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. La seule chose que nous, on peut regretter, c'est peut-être le manque de conditionnalité sur de ces subventions et de ces prêts à des engagements sociaux et environnementaux. On est en train d'alourdir la dette pour les générations futures. Je pense que ça aurait été intéressant d'étudier un peu plus en profondeur. Je sais qu'il y a un amendement qui a été refusé qui justement voulait conditionner nettement plus ces subventions à des engagements sociaux et environnementaux qui pour moi sont quand même aussi importants que les engagements économiques. Merci beaucoup pour ce commentaire. Véronique Ribou. Alors, oui, je pense que ce qui est difficile, c'est de pouvoir conditionner aujourd'hui sur des engagements sociaux et environnementaux, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas prêt. Et puis, ces mesures qui s'abattent du jour au lendemain pour la fermeture des petits commerces, tout le monde n'a pas, et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le rappelait, tout le monde n'a pas la possibilité de vente en ligne. Alors, c'est vrai que
qu'on pourrait s'interroger sur mettre des choses en place qui soient plus soucieux de l'environnement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en pleine mutation et qu'il va falloir attendre un peu avant que tout le monde soit prêt à ce dispositif. Et notamment les petits commerçants qui vont souffrir. Et alors, on a quand même de la chance d'être en France et de voir que des mesures financières sont prises à chaque fois. Mais c'est vrai que la souffrance, elle est à la fois financière, mentale et morale et psychologique. Et psychologique, et c'est vraiment très très dur pour eux. C'est très très dur pour tout le monde parce que, j'en parlerai demain, mais il n'y a pas que les petits commerces qui souffrent. Le printemps et les galeries Lafayette aussi. Hein, et le printemps vient d'annoncer la fermeture de certains magasins, mais je vous en dirai plus demain. Alors, autre information dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'accord entre Pfizer et la Commission européenne sur la livraison de 200 millions de doses de leur vaccin expérimental contre le Covid, assorti d'une option sur 100 millions de doses supplémentaires, a déclaré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé lundi que leur vaccin expérimental était efficace à plus de 90% sur la base des premières données d'un essai clinique à grande échelle. Alors si ce candidat vaccin reçoit l'autorisation de l'agence européenne, eh bien voilà donc les montants de commandes que va faire l'Union européenne. Les médicaments, enfin les vaccins seront produits sur les sites allemands de BioNTech et puis en Belgique, en tout cas ça c'est pour l'Europe bien sûr, mais il existe aussi une dizaine de laboratoires recherchant un vaccin et l'Union européenne a déjà signé des accords de ce type avec AstraZeneca, Sanofi et Johnson & Johnson. Bruxelles discute aussi avec Moderna CureVac et avec Novavax pour s'assurer de recevoir d'autres doses de leur candidat vaccin s'il s'avère efficace et sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas tant ces annonces qui sont des annonces d'espoir, bien sûr c'est important, et puis aussi des annonces financières. Voilà pourquoi Pfizer a fait cette annonce cette semaine. Ce qui est spectaculaire et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est parce que c'est la recherche en elle-même qui est innovante et qui va marquer l'histoire de la médecine, car la base du vaccin est dite de ARN messager. Alors qu'est-ce que c'est que l'ARN messager? Eh bien c'est l'acide ribonucléique messager. En fait, c'est une copie transitoire d'une portion de l'ADN, de notre ADN, correspondant à un ou plusieurs gènes. L'ARN, donc, est utilisé comme intermédiaire par les cellules pour la synthèse des protéines. Ce concept d'ARN messager a été émis puis démontré par Jacques Monod et François Jacob et leurs collaborateurs en 1960. Alors, contrairement à un vaccin classique qui injecte un virus inactivé comme celui de la grippe, par exemple, dans notre organisme, pour qu'il produise des anticorps et qu'il soit capable de nous défendre en cas de nouvelle intrusion du virus, eh bien, le vaccin élaboré par Moderna, au départ, c'est eux qui ont utilisé cette technologie de l'ARN, consiste à injecter donc un simple morceau du code génétique du virus, justement cette molécule dite ARN messager, et après c'est notre corps qui va faire donc office d'habitant et qui va réagir pour vaincre ce virus. Donc si ça marche, c'est censé demander à certaines de nos cellules de commencer à produire temporairement une protéine du virus. Ceci doit permettre au système immunitaire de repérer cette protéine et de créer une réponse des anticorps en cas de réelle attaque au SARS-CoV, donc 2019. Et c'est pourquoi Pfizer a déclaré qu'il fallait 2 doses par personne à 5 semaines d'intervalle. Est-ce que ça vous plaît, cette nouvelle recherche, Véronique Riboud? Écoutez, en tout cas, voilà, c'est très innovant et comme vous le disiez si bien, je pense que c'est quand même un message d'espoir important au jour d'aujourd'hui pour les Français. C'est vrai que, bon, alors, les gens ne sont pas unanimes pour se faire vacciner parce qu'il y a quand même encore des questionnements. Est-ce que le vaccin est vraiment en point? On sait que certains vaccins ont amené notamment la sclérose en plaques. Mais en tout cas, voilà, je trouve que on est toujours quand même surpris par les chercheurs. Et je trouve que ça va être, en tout cas, ce qui va peut-être donner des espoirs à beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, vous savez, Florence, que cette année, les gens qui ne se faisaient pas habituellement vacciner contre la grippe, il y a eu un grand engouement pour la vaccination de la grippe. Et je pense que, sans doute,
on peut espérer que beaucoup d'entre nous seront vaccinés. Espérons. Séverin Prat, Séverin Prat, est-ce que ça vous plaît, cette nouvelle technologie pour vaincre des virus? Alors, ce qui me plaît, bien entendu, c'est de voir que la recherche avance et que, bien sûr, on s'approche d'une solution. Alors après, au niveau des technologies, malheureusement, alors, je suis assez je connais assez peu, je maîtrise peu ces sujets. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs pistes et que quand il y a quand même plus de chances, plus il y a de pistes qui sont explorées, plus il y a de laboratoires qui travaillent dessus, plus il y a de chances qu'on ait un vaccin rapidement. En ça, je trouve que c'est en effet une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va révolutionner la manière de faire les vaccins. Au lieu de nous injecter un virus, finalement, on va nous injecter quelque chose qui permet à notre corps de réagir. Je rappelle qu'aujourd'hui, mes invités sont Séverin Prat, qui vient de s'exprimer, qui est l'entrepreneur président d'Ethique Cadeau, et Véronique Ribou, la maire de Moisselles. Allez, dernière info du jour pour rêver un peu d'insolite. Est-ce que vous avez entendu parler de cette enquête aux 32 millions de possibilités? Eh bien, elle vient enfin d'être résolue. D'après le journal The Guardian, Ernest Powys Matters a dû beaucoup s'amuser en écrivant son livre Torquemada, dans lequel il y avait 6 meurtres et 100 pages et des millions de combinaisons possibles, sauf qu'une seule, bien sûr, est correcte. Une publication considérée comme la plus diaboliquement difficile à décrypter depuis 1934, car les pages de ce livre ont été volontairement imprimées dans un ordre totalement aléatoire. En l'espace d'une centaine d'années, nombreux sont ceux qui se sont cassés les dents sur Keynes et Jawbone, c'est le titre du livre, ou en français La mâchoire de Caïn, et l'on ne connaissait que 2 lecteurs qui étaient parvenus à résoudre l'intrigue. Et bien cette fois, le piège habile dont a été résolu par le scénariste de comédie John Finnemore, qui assure avoir triomphé. Il entre donc dans la légende et remporte un prix de 1000 livres que l'éditeur Unbound avait mis en jeu puisqu'il avait réédité le livre en septembre 2019. Alors, John Finnemore a déclaré « L'unique manière d'avoir une chance, c'était de me retrouver piégé dans ma propre maison durant des mois, avec nulle part où aller et personne à voir. Malheureusement, l'univers m'a entendu », a-t-il plaisanté. Évidemment, il a profité bien sûr des mois de confinement pour trouver la solution. Bien évidemment, le résultat ne sera pas communiqué. Chacun doit pouvoir se prendre la tête avec plaisir en résolvant les énigmes de ce livre. Donc je répète, ça s'appelle La mâchoire de Caïn et ça a été réédité par l'éditeur Unbound, donc l'éditeur anglais. Donc si ça vous dit, pendant le confinement, profitez-en. Véronique Ribou, ça vous fait rigoler ? Oui. Bah, écoutez, en tout cas, c'est drôle et c'est distrayant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de livre permet aux gens de lire tout en s'amusant. Alors pour le confinement, moi, Florence, je suis très peu confinée. Il faut savoir que les élus, on est tout le temps sur le terrain et c'est ce qui fait que c'est aussi une belle mission. C'est-à-dire que vous mettez votre masque et vous faites du porte-à-porte, vous allez à la rencontre des habitants. Comment faites-vous ? Je reste à la mairie, je vais sur le terrain quand il faut aller sur le terrain, parce que la mission d'un maire d'une petite commune, c'est beaucoup de polyvalence. Et puis, je veux qu'on reste à l'écoute de la population. Donc, je leur téléphone, et je m'inquiète tous les jours de savoir qui va bien, qui va pas bien. Merci beaucoup Véronique Ribou. Je rappelle que vous êtes maire de Moisselles. On va y revenir justement sur votre commune dans quelques minutes, mais on va d'abord partir pour écouter la chronique santé du jour. Et cette fois, c'est sur le burn-out et l'ostéopathie. C'est important parce qu'on en a besoin en ce moment. Et donc, on vous propose cette chronique tous les jeudis avec les entretiens médicaux d'Anguin et Jean-Claude Durousseau. 2 minutes pour comprendre aujourd'hui le burn-out. Est-ce que quand vous souffrez de burn-out, vous avez pensé à aller voir un ostéopathe ? Dominique Blanc, il y a des gens, vous êtes ostéopathe, il y a des gens qui souffrent de burn-out et qui viennent vous voir pour que vous les soulagiez. Tout à fait, parce que souvent ils ont compris, ils se rendent compte qu'au niveau de leur corps, il y a des choses qui ne vont pas. Le stress met des tensions, notamment au niveau viscéral, au niveau du ventre. Donc nous allons travailler sur ces zones-là, leur permettre de se sentir mieux. Et bien sûr, en corrélation avec d'autres professionnels comme les psychologues, les psychiatres, nous travaillons complètement en équipe par rapport à ça.
il y a le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. C'est le principe même de l'ostéopathie. Nous travaillons dans la globalité et donc c'est important de venir nous consulter. Donc vous allez, en soulageant leur tension, notamment au niveau viscéral, vous allez leur apporter une sorte de bien-être immédiat qui va leur permettre d'être mieux armés, en fait, physiquement, et de ressentir un bien-être psychologique qui va leur permettre de les aider à s'en sortir, en quelque sorte. Hein, c'est ça, on se sent mieux dans son corps, c'est déjà un premier pas vers la reconquête de l'esprit, c'est un peu ça. Voilà, parce que quand vous êtes en burn-out, vous êtes, je dirais, au fond du trou, que ce soit psychologiquement comme physiquement, et donc on travaille sur cet élément-là, qui est la première marche vers la renaissance. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir en burn-out parce qu'on ne pense pas forcément aller voir un ostéo. On pense aller voir un médecin, on pense à se soigner, on se dit qu'on est dépressif, on ne pense pas aller voir un ostéo. Il y a de plus en plus de praticiens, psychologues ou psychiatres qui nous adressent les patients. Et puis ensuite, effectivement, les patients, on en parle de plus en plus. Donc, effectivement, c'est un domaine dans lequel on est beaucoup consulté. Burn-out, l'ostéo, pensez-y, ça peut vous faire du bien. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous parlons entrepreneur social, éthique, et nous parlons commune avec la commune de Moisselles, car j'ai la chance d'avoir à mes côtés Séverin Prats, fondateur de Éthique Cadeau, et Véronique Ribou, la maire de Moisselles, que je remercie d'ailleurs de leur présence en studio et qui ont bravé bien sûr le Covid. Alors Véronique Ribou, on va peut-être, avant de faire connaissance avec vous à titre personnel, parlez-nous un petit peu, présentez-nous la commune que vous gérez, parce que beaucoup de Parisiens, de gens qui justement habitent en ville, comme ils disent, ont compris que finalement, eh bien, la métropole, c'était pas leur truc, et les Français ont envie, eh bien, de se retrouver en maison, ou en tout cas avec un espace de boisé à vivre. Est-ce que donc on va leur présenter Moisselles, si vous voulez bien, Véronique Ribou. Avec plaisir, Florence. En fait, Moisselles, c'est une commune de 1385 habitants qui est accolée à des grandes villes comme Daumont, les Anvilles, enfin qui sont des villes beaucoup plus importantes. Moisselles, en fait, quand je suis arrivée en 2008, ma première préoccupation, c'est de faire en sorte, dans la vie, on peut ne pas tous être d'accord, mais on doit tous se respecter et faire en sorte qu'il y ait une vie où les gens y retrouvent leur compte. Et la commune tourne comme un village, c'est-à-dire que tout le monde se connaît. Nous avons des classes, des écoles où nous avons une très bonne équipe pédagogique et qui en plus, avec des effectifs dans chaque classe, qui permet aux enseignants de donner aux enfants une éducation qui soit encore pas de l'abattage. Alors ce qui est formidable, c'est ça, c'est que tout le monde se connaît. Il faut savoir que les gens qui habitent Moisselles, alors les nouveaux arrivants parfois me disent, et surtout les jeunes, me disent « Oh, il n'y a rien à Moisselles ». Et puis finalement, au fil du temps, ils y retrouvent leur compte, et puisqu'il y a quand même, sur la commune de Moisselles, nous avons un grand centre Leclerc avec une grande galerie, et finalement, ils se rendent compte que, ben non, on a à la fois cette chance de vivre dans un milieu rural, et d'avoir toutes les communautés à proximité. Et alors c'est vrai que pendant le confinement, d'ailleurs beaucoup de Moissellois, et comme je l'aurais dit, nous avons cette chance de pouvoir vivre en pavillon, de pouvoir vivre dans une commune relativement rurale par rapport aux gens qui étaient à Paris et notamment en appartement. C'est vrai que les Moissellois en sont quand même conscients. Alors c'est vrai qu'à Moisselles, vous êtes quand même dans la verdure et même proche des champs d'agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs autour de Moisselles. Alors, il y a beaucoup de champs autour de Moisselles. Il faut savoir que le territoire de Moisselles est l'une des plus petits territoires du Val d'Oise. Et c'est très rural. Il y a vraiment un centre-bourg et tout le reste, c'est entouré de champs, de verdure. Et ce qui rend les choses très agréables, si proche de Paris. Est-ce que est-ce que vous avez des programmes d'urbanisme? Est-ce que vous avez des demandes par année? Combien d'habitants supplémentaires accueillez-vous par année? Alors, moi, je dis toujours que le maire d'une commune est représentatif de la volonté de sa population. Ce sont eux qui nous élisent, donc il ne faut pas oublier ça.
Et en réalité, les Moissellois ne veulent pas trop que ça change. Ils veulent garder ce côté rural, ce côté familial, ce côté où il fait bon vivre. Donc, on a très peu de turnover à Moisselles parce que déjà, quand on veut acheter une maison, ben, il y a très peu de maisons qui sont sur le marché. Et dès qu'il y en a une, ça va très vite. Et puis, on a très peu de programmes de construction. Alors, la commune, par exemple, a construit un immeuble de 6 logements. Moi, je veux que ça reste à la dimension de Moisselles. On pourrait avoir des programmes qui fassent un peu... Mais c'est pas le but recherché. Le but, c'est vraiment que Moisselles continue à vivre comme une ville rurale et que les projets qui s'y trouvent, même si parfois on est un peu bousculé par les promoteurs, soient à la dimension de la commune et que ça reste tout à fait acceptable. Parce qu'après, il y a toutes les infrastructures qui doivent aller avec, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire, alors expliquez aux auditeurs qu'est-ce que ça veut dire les infrastructures qui vont avec. Par exemple, si vous acceptez, on pourrait avoir un programme de 80 logements, mais après, il y a les écoles qui ne vont pas suivre, il y a les voiries qui sont... Aujourd'hui, on voit combien il y a d'augmentation de circulation de véhicules. Donc, un programme de 80 logements, c'est minimum 250 habitants. Vous voyez, il y a toutes ces contraintes qu'il ne faut pas négliger. Parce que ça coûte cher pour une commune et que vous n'auriez pas les moyens de le financer, c'est ça? Moisselles a quand même cette chance. C'est une commune qui, grâce à l'implantation du centre Leclerc dans les années 80, qui a quand même des revenus fonciers confortables. Mais ce qu'il faut, c'est... Vous savez, je crois que pour qu'on apprenne à bien vivre tous ensemble, hein, ce qui est important, c'est que dans les communes, on puisse en faire arriver des habitants, non pas par grande vague, mais qu'elles puissent être assimilées par les anciens. Parce qu'à Moisselles, vous avez beaucoup d'anciens moissellois et qui veulent bien que leur commune évolue, mais dans des proportions tout à fait raisonnables et à l'image de la commune. Alors on va y revenir justement sur ce centre commercial parce qu'il y a un très beau même centre Leclerc, on peut le dire. Donc on va y revenir, mais avant, vous êtes à votre 3e mandat, Véronique Riboud. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné au départ, donc en 2008, l'envie de vous présenter maire? Et qu'est-ce qui fait que vous avez voulu repartir cette année? Alors, ce n'était pas du tout une ambition pour moi, il faut le savoir. J'étais chef d'entreprise toute ma vie, j'avais une jardinerie à l'entrée de Moisselles. Et puis, les Moissellois sont venus me chercher. Au début, je leur ai dit non. J'ai mon travail, j'ai ma famille. Mais j'ai toujours entretenu une relation avec les Moissellois toute particulière. Et puis après, vu l'insistance, j'ai dit à mon mari, écoute, les Moissellois, franchement, ils sont adorables. Voilà, je vais essayer de me lancer pour un mandat. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai été élue en 2008 le premier tour contre un sortant. Et puis après, vous savez, ce qui est relativement bizarre, même si j'avais toujours eu une étroite relation, et moi je crois beaucoup aux relations humaines, hein, avec les Moissellois, finalement après, votre préoccupation quotidienne, c'est vraiment la population et la commune. C'est un peu comme si ça rentre dans nos gènes. Et finalement, au deuxième... quand il a fallu repartir pour un 2e mandat, j'ai hésité parce que, je pense que vous en savez quelque chose, hein, c'est très lourd à porter pour nos familles. Et puis, finalement, mon mari m'a dit si, vas-y. Et franchement, et puis à Moisselles, parfois je fais rire mes collègues maires. Franchement, j'ai de la chance d'avoir une population qui est superbe, je les adore. Ils me rendent beaucoup mon investissement avec vraiment des tas de gentillesse, ils se soucient si je vais bien, si je vais mal. Enfin, c'est vraiment une très belle aventure humaine, même si elle est parfois lourde à porter. Ça fait plaisir de vous entendre. On sait que le mandat de maire est très lourd, d'autant dans une petite commune, pour vous, pratiquement 1400 habitants, parce que vous n'avez pas le nombre d'agents, j'imagine, que vous voudriez avoir comme on l'a dans une grande commune. Alors la complexité de ça, c'est effectivement que nous avons très peu de services, et ce qui rend la mission riche et compliquée. Moi, j'ai eu de la chance d'être chef d'entreprise toute ma vie, et je me rends compte que, puisqu'en 2019, par exemple,
on a eu des problèmes de service et c'est mon expérience de patron qui a fait que j'ai pu mener à bien et remplacer un directeur général des services qui était parti parce qu'une fille formidable qui avait décidé de changer de vie. Et c'est là où, oui, c'est lourd à gérer. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité. Et puis toujours se dire, bah, voilà, tu t'es engagé, donc il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta mission. Alors, est-ce qu'il y a des dossiers difficiles dans une petite commune comme Moisselles? Quels sont les dossiers difficiles, s'il y en a? Alors, dans les petites communes comme Moisselles, les dossiers difficiles, c'est bien sûr l'agglomération et la communauté de communes. Puisque Moisselles a une particularité, c'est que, bah, effectivement, on revient à nouveau sur le centre Leclerc, c'est que la fiscalité d'entreprise revient à l'intercommunalité. Et Moisselles se sent dépouillé parce que à la base d'une fiscalité de 2 millions d'euros, ça laisse net 1,5 million d'euros à l'agglomération. Et qu'on ne se sent pas toujours... on n'a pas les mêmes besoins quand vous êtes en intercommunalité, par exemple, avec des villes comme Montmagny, et je salue mon ami Patrick Floquet, mais on n'a rien de commun. Et la ruralité et le monde urbain, c'est très compliqué, on ne peut pas se comprendre les uns les autres, puisqu'on n'a pas à la base les mêmes besoins, que la population n'a pas les mêmes attentes. Et du coup, en fait, auparavant, avant l'intercommunalité, vous gériez votre budget comme vous l'entendiez finalement. Sauf que maintenant, finalement, ce que j'entends, c'est qu'on vous retire le budget puisque tout part, vous dites, alors, à l'intercommunalité, c'est ça? La fiscalité d'entreprise, donc nous, elle est importante puisque c'est la part de fiscalité du centre Leclerc, de Grand Frais, enfin de ce qui est installé sur De tous les magasins installés sur la commune. Les magasins installés sur la commune. Et en fait, oui, on nous prive un peu beaucoup même de cette fiscalité, même si, voilà, je trouve que l'intercommunalité, ça peut être un très bel outil de travail, mais il faut que, voilà, chacun puisse y retrouver son compte, puisqu'on n'a pas tous la même typologie de commune. Donc en fait, il faut défendre vos dossiers maintenant auprès de l'intercommunalité, alors qu'avant, vous n'aviez pas ce travail-là à faire, c'est ça, Véronique Ribaud? Moi, quand je suis arrivée en 2008, il y avait une intercommunalité de 6 communes. Aujourd'hui, alors il fallait défendre ces dossiers, mais il y a une proximité quand vous êtes 6 que quand vous êtes 18, avec encore une fois des villes complètement différentes. C'était plus facilement défendable. Mais Moisselles a toujours eu cette position un peu compliquée parce que les Moissellois et les conseils municipaux successifs ont toujours eu l'impression de se faire un petit peu dépouiller. Donc ce qui veut dire que quand on est maire de Moisselles, il faut tout le temps mettre son mouchoir sur ce qu'on veut dire ou faire parce qu'on ne peut pas forcément avoir les ambitions, on n'a pas les finances, on n'a plus, à cause de l'intercommunalité, c'est ça que vous voulez dire? On n'a plus les finances pour faire ces projets? Heureusement, on a quand même des finances pour faire les projets. Alors, je ne mets pas mon mouchoir par-dessus, Florence, j'ai l'habitude d'être franche. Alors, c'est sûr que ça ne plaît pas toujours, mais au moins ce qui est dit, et ça ne sert à rien les non-dits. Et à partir du moment où on s'exprime, on arrive. Aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a eu des progrès de fait de l'agglomération vers la commune de Moisselles, mais c'est vrai qu'il faut toujours aller défendre les ambitions de la commune et puis se faire entendre, parce que malgré tout, dans les intercommunalités, Moisselles a un seul représentant, donc je suis le représentant et un suppléant, mon premier adjoint. Oui, du fait de la petitesse du nombre d'habitants, c'est proportionnel, il faut le dire aux auditeurs. Voilà, c'est proportionnel et c'est sûr que faire entendre une voix, même si j'essaye de défendre mon âme est consciente et envers contre tous, mais c'est vrai qu'une voix, ça ne change pas grand-chose. Hein. Finalement, Véronique Ribaud, heureusement que vous avez été chef d'entreprise, j'allais dire, parce que vous savez défendre vos dossiers. Oui, je pense que c'est mon expérience professionnelle qui a réellement fait la différence. Hein. Parce que c'est vrai que quand vous arrivez, comme ça s'est passé en 2019, si vous ne savez pas ce que c'est que l'URSSAF, ou ce que c'est qu'un budget, ou ce que c'est de prendre des décisions dans un conseil municipal, c'est vrai que c'est handicapant. Et ça, votre expérience de chef d'entreprise, là, vous avez l'habitude quand même de combattre et d'avoir
les objectifs que vous devez atteindre. Alors, on a quand même pas mal parlé de la communauté d'agglomération dont vous faites partie, Plaine Vallée. Vous en êtes la vice-présidente déléguée à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les actions que vous pouvez mener? Et puis, où en sont, autre question qui va arriver justement, où en sont les entrepreneurs de Moisselles? Alors, la mission, il faut savoir qu'à l'agglomération, nous avons un service développement économique et aujourd'hui, on veut favoriser l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on met à disposition des gens qui veulent entreprendre tout un service, d'abord d'études pour voir si le projet est viable et comment on peut les aider, puisque finalement, ça, on ne faisait pas avant, mais on a des clubs d'entreprise qui, en fait, après, vont suivre les dossiers, vont obtenir des prêts vont distribuer des prêts à taux zéro pour l'entreprise ou le commerce qui voudra se monter, pour favoriser effectivement l'entrepreneuriat en France. Oui, donc vous aidez en fait, vous aidez les projets des entrepreneurs ou des personnes ou des artisans ou des indépendants finalement qui veulent créer leurs activités. Enfin pour ceux qui le demandent bien sûr. Est-ce qu'avec alors où en est-on finalement avec cette période de Covid? Comment ça se passe? Puisque il y avait un très beau service justement auparavant. Est-ce que le Covid a tout arrêté? Est-ce que les projets continuent? Pas du tout. D'ailleurs, j'étais en réunion avec les services la semaine dernière et j'étais assez agréablement surprise, puisque en fait l'année dernière à la même époque, il y avait 178 dossiers qui avaient été 190 dossiers qui avaient été étudiés, pardon. Et aujourd'hui, on en est à 178. Ça veut dire que malgré la crise, j'avais peur que tout se stoppe et que les gens disent on verra ça plus tard. Pas du tout. Beaucoup continuent leur projet et c'est plutôt très bien parce que de toute façon, il y a un moment, il faudra bien qu'on sorte de cette crise et il faudra bien que les gens mettent à profit leur projet. Est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous disent les chefs d'entreprise? On a parlé de ce très beau centre commercial qui est à Moisselles. Comment ça se passe en ce moment pour eux avec ces fermetures de commerce? Alors, le centre commercial, il y a deux problématiques. Moi, ce que je regrette un peu, Florence, sur la fermeture des petits commerces qui s'étaient vraiment adaptés au mieux pour recevoir leurs clients dans de très bonnes conditions. Je regrette cette fermeture. Je rejoins un peu ce que pensait Bruno Le Maire. On aurait peut-être pu essayer de réadapter les choses. Mais aujourd'hui, le drame de tout ça, c'est qu'on a été opposé les grandes surfaces aux petits commerçants. Et je discutais l'autre jour avec le patron du centre Leclerc qui m'expliquait ses craintes parce qu'on oublie que ce soit le petit commerçant ou que ce soit la grande surface, ce sont les créateurs d'emplois, hein, il y a de l'emploi partout. Et puis finalement, on va servir et faire la part belle aux GAFA comme Amazon. Et je regrette un peu qu'il y ait eu ce monde qui s'est monté les uns contre les autres. Il aurait peut-être fallu, même si voilà, on peut critiquer, c'est toujours facile de critiquer hein, les mesures du gouvernement, mais peut-être on aurait pu réfléchir plus en profondeur à essayer de trouver une solution qui aurait pu convenir aux deux branches et pas encore une fois satisfaire des gens comme Amazon, puisque j'écoutais l'autre jour alors je n'ai rien contre Amazon, hein, c'est l'exemple que je cite parce que c'est souvent ce nom-là qui revient sur la table, mais c'est un chiffre d'affaires de plus 37%. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il faut quand même encourager tous les gens qui travaillent en France, qui payent leurs impôts en France, et puis faire en sorte que les petits commerçants et les grandes surfaces arrivent à s'en sortir. Hein. On voit, vous disiez tout à l'heure, hein, les Galeries Lafayette, le Printemps, c'est encore plein de licenciements. C'est vraiment très préoccupant tout ça. Alors justement, j'avais envie de vous poser la question que posent les auditeurs, finalement, c'est à quoi ça rime de fermer les petits commerces, puisqu'ils ont mis en place les masques, le gel, ils n'acceptent pour la plupart qu'une seule personne dans la boutique.
Et puis, au contraire, dans les grandes surfaces, on se retrouve avec on se retrouve à des milliers au milieu des rayons. Moi, moi et certains auditeurs, on a du mal à comprendre pourquoi la fermeture des petits commerces. Est-ce que Non, vous posez la question? On se dit ça n'a pas de sens tout ça, puisque finalement, on a l'impression que dans la propagation du virus, c'est plutôt la densité qui favorise ça. Et moi, je ne comprends pas cette décision qui a été prise. Alors, comme vous le dites justement, les petits commerçants ont tout mis en place pour recevoir leurs clients dans de très bonnes conditions. Ils sont très soucieux et respectueux de tout ça. Et puis de bloquer les grandes surfaces en leur fermant tous les rayons. Alors, je comprends bien que c'est difficile, la décision est difficile, mais encore une fois, je suis comme vous et comme beaucoup de Français, hein, puisque quand on en parle avec les gens, ils nous disent qu'on ne comprend pas ces décisions qui ont été prises. Alors, autre question des auditeurs, vous avez peut-être entendu parler, on parle la semaine prochaine peut-être de fermer certains lycées ou fermer des lycées. On verra, donc elle a la décision. Mais auparavant, on disait, ah ben non, les enfants ne sont pas transmetteurs. Et maintenant, avec cette seconde vague de Covid, on se rend compte que dès l'âge de 12 ans, en fait, on est largement transmetteur. C'est ça. Et donc là, qu'est-ce que vous pensez s'il y a fermeture de nouveau de certains établissements scolaires? Encore, moi je vois, j'ai mes petits-enfants, notamment mon petit-fils qui est au lycée, et déjà au printemps, il est rentré en seconde, mais au printemps ça a été très compliqué pour eux. Alors c'est vrai que ce qui rend parfois un peu les choses, on a du mal à comprendre, parce que ce qu'on nous a dit il y a 6 mois n'est plus vrai aujourd'hui, et même si encore une fois je comprends bien que ce soit tout à fait inédit, mais c'est un peu aussi ce que reproche la population, c'est qu'on entend tout et son contraire. Maintenant ce sont nos jeunes qui vont nous transmettre les microbes. Vous savez, à cette rentrée, Florence, on a été mettre des masques à des petits bouts de 6 ans, hein. Et franchement, c'est très difficile pour eux. À 6 ans, est-ce qu'on est en capacité de comprendre tout ça? Sans doute que les psychologues pour enfants s'inquiètent de cette mesure. Alors moi, je me dis, les lycéens, ça va aussi encore être compliqué. Merci Véronique Riboud pour tout ce brossage, j'allais dire, de l'actualité, malheureusement. Mais quand on est membre comme vous d'une communauté d'agglomération de 18 communes, est-ce qu'on ne peut pas s'unir tous et porter la parole ensemble quelque part pour mieux faire entendre les réalités du quotidien, j'allais dire? Alors vous savez, ce qui est difficile quand vous êtes 18 communes, déjà vous êtes complètement disparates. Et puis aujourd'hui, on n'est quand même pas vraiment prêt à être en intercommunalité. Ce qui était plus facile sans doute quand on était 6, c'est vrai qu'à l'époque, le président de l'intercommunalité, c'était Jérôme Chartier. Et quand on allait à l'intercommunalité, on endossait tous la casquette intercommunalité. Et c'est comme ça que ça devrait être. Sauf qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit disparate, le fait qu'il y a quand même un peu, excusez-moi l'expression, un peu de guerre de clocher quand même. Parce qu'en fait, chaque commune, et on peut le comprendre, parce que le travail qui est fait sur le terrain tous les jours, ce sont les communes, ce sont les mairies, ce sont les maires. Donc on peut comprendre qu'à un moment, on ne peut pas non plus être dépouillé du travail qu'on fait au quotidien. Et puis ce que j'entends également, c'est que vous dites que finalement c'est injuste, parce que vous aviez quand même des recettes substantielle, mais la représentativité, en fait, compte tenu de votre population, est très faible. Ça, vous trouvez ça injuste, si j'ai bien compris? Ah oui, je trouve ça injuste. On devrait avoir une commune, une voix, parce qu'en fait, qu'on soit une petite commune ou qu'on soit une grosse commune, on est représentatif de la population. Donc c'est sûr que quand les choses passent au vote dans les conseils communautaires, même si je m'oppose aux choses, ça ne change pas grand-chose. Je le fais à mon âme et conscience. Mais comme vous n'avez qu'une voix parce que vous avez moins de 2000 habitants... Vous arrivez à convaincre certains élus communautaires, mais c'est pas toujours facile. Voilà, donc en fait, avant chaque dossier, il y a tout un travail, j'imagine, de relation avec les autres élus pour espérer qu'ils votent dans votre sens. Oui, c'est ça. Quand vous voulez défendre un projet, bien sûr. Il y a tout ce travail-là à faire et après, bon, c'est pas toujours simple, Florence. C'est pas toujours simple. Quels sont les projets pour votre mandature, puisque vous venez d'être réélu pour la 3e fois, maire de Moisselles? Moi, moi et mon équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, nous avons souhaité embellir la commune de Moisselles. Donc
nous avons investi beaucoup pour les requalifications des rues, l'enfouissement des réseaux, parce que tout ça, ça apporte une qualité de vie et ça revalise un peu Moisselles. Donc on est toujours dans cette optique-là. Peu de construction, beaucoup d'aménagements sur le cadre de vie, c'est important. On parlait du burn-out tout à l'heure, mais vous savez, quand vous arrivez dans une commune, que c'est propre, bien marqué au sol, qu'il y a des fleurs, parce qu'on fleurit beaucoup la commune, ben, c'est tellement agréable et important pour les habitants qu'on n'a pas envie de partir habiter ailleurs finalement. Voilà. Est-ce que, dernière question si vous voulez bien, Véronique Ribou, est-ce que le centre commercial de Moisselles souffre en ce moment? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, il souffre énormément et parce que le centre Leclerc a été vendu il y a une petite année. C'est un jeune entrepreneur qui a pris ça, qui a été brillant, qui est un jeune de 37 ans. C'est quand même 400 salariés, c'est le 3e Leclerc au national. Et il s'inquiète parce que, évidemment, il a des engagements financiers qui sont très importants, hein, vous le comprendrez bien. Et il s'inquiète si les rayons devaient fermer. En plus, on sait tous que c'est une période qui est propice au commerce et aux affaires. Donc, et je m'inquiète aussi parce que, bon, il me dit qu'il va pouvoir tenir un mois, mais qu'il ne pourra pas tenir très longtemps si vous savez, on a une image parfois des grandes surfaces et souvent les habitants m'en parlent. On croit que, oui, il y a eu des très bonnes années. Il y a eu des très bonnes années, mais aujourd'hui, c'est plus si simple que ça. Et lui, comme il vient de racheter, c'est un jeune entrepreneur, financièrement, ça va être compliqué pour lui. Et je m'inquiète pour l'emploi. Hein. Vous inquiétez pour l'emploi, pour le futur. Écoutez, si on peut faire quelque chose, on en parlera après cette émission, si vous voulez bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va, si vous voulez, passer la parole ensuite à Séverin Prats. Et puis, si vous voulez réintervenir, il n'y aura aucun souci. Véronique Ribou. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. Alors aujourd'hui, nous parlions communauté avec commune, avec Véronique Ribou, la maire de Moisselles. Et puis maintenant, nous allons parler entrepreneuriat social avec le fondateur d'Ethique Cadeau, Séverin Prats. Comment vous est venue cette idée de créer Ethique Cadeau? Donc Ethique Cadeau, c'est, comme vous disiez, c'est une entreprise sociale dont la mission, c'est de favoriser le développement d'une consommation respectueuse des femmes, des hommes et de l'environnement. Nous, ce qu'on propose, c'est la... Donc, c'est votre objectif, c'est être plus respectueux des femmes, des hommes et de l'environnement, ce qui est un langage assez nouveau. D'habitude, on nous parle surtout de l'environnement. Pourquoi vous voulez plus des femmes et des hommes, vous dites? Alors, pour nous, on est vraiment du coup axé sur la consommation responsable et donc la production responsable. Il y a vraiment deux aspects. Il y a vraiment l'aspect environnemental qu'on connaît, mais qui est plus récent. Bien au contraire, le commerce équitable est très vieux, entre guillemets. Pour nous, il y a vraiment ces deux piliers, c'est-à-dire que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre soin de l'environnement si on ne prend pas soin des hommes qui sont, et des femmes, hein, bien sûr, qui sont dessus, etc. Et l'inverse est vrai aussi, on ne peut pas prendre soin des hommes et des femmes si leur environnement n'est pas positif. D'où le fait d'avoir vraiment les deux. Ce que je disais, c'est qu'on a créé la première carte cadeau multi-enseigne des acteurs de la consommation responsable. Donc c'est une carte cadeau qui est valable chez des acteurs français du zéro déchet, du commerce équitable, du bio, du Made in France, du réemploi solidaire, donc à la fois en ligne, donc ça marche encore, en commerce éthique de proximité. Là, ça marche moins en ce moment, mais quand ils vont rouvrir, on espère que les gens pourront s'y rendre et acheter éthique là-bas. Et c'est la première carte cadeau aussi qui est valable pour faire un don à une association. Donc, ce qui veut dire que vous avez créé cette entreprise en 2019. Oui. Au bout d'un an d'activité, qu'est-ce que ça vous donne? Est-ce que c'est où vous situez-vous? Très bien. En fait, nous, on s'est créé. C'est vrai que vous m'aviez posé la question de l'idée. En fait, j'ai voulu présenter à mon idée. L'idée, c'était venu que tout simplement un pot de départ d'un collègue qui était ce que j'appelle un peu consuméro-sceptique, c'est-à-dire que acheter neuf. Chez Ikea, les grandes surfaces, ça lui parlait pas trop, et du coup on lui cherchait un cadeau pour son pot de départ. Et on s'est dit, en fait, c'est compliqué de trouver un cadeau pour les gens qui consomment peu. Du coup on s'est dit, ce serait bien une carte cadeau qui soit valable pour aller acheter chez Emmaüs, pour aller acheter d'occasion, zéro déchet, etc. Et là je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Et que les cartes cadeaux multi-enseignes classiques, qui sont valables justement dans les grandes enseignes, en fait, ne référençaient pas du tout ces acteurs-là.
D'où l'idée de se dire, en fait, on pourrait créer ça. On s'est rendu compte que c'était un très gros marché, c'est un marché à 2 milliards d'euros par an en France, la carte cadeau multi-enseigne. Vous parlez du marché de la France, pour vous, c'est l'objectif, c'est 2 milliards d'euros, vous pensez, le marché de l'économie solidaire? Alors non, c'est le marché des cartes cadeaux multi-enseignes. C'est 2 milliards d'euros en France, mais c'est un marché, enfin, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la consommation responsable ne bénéficiaient pas du tout en fait, de ce marché qui est principalement drivé par les comités d'entreprise et les entrepreneurs aussi qui font des cartes cadeaux, qui offrent des cartes cadeaux à leurs salariés en fin d'année. Donc voilà, d'où l'idée de créer cette carte cadeau. Et oui, ça marche bien pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'il y avait une vraie volonté des Français de consommer plus durablement. Aussi parce qu'on est les seuls, puisqu'il y avait un déficit d'offres, d'où le fait qu'on se soit créé. Et le fait aussi, alors là, c'est qu'on a vraiment cherché à avoir le produit le plus facile, le plus pratique, le plus simple, qui offre le plus de possibilités possibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de produits qu'on peut s'acheter en ligne et en boutique. Il y a plusieurs centaines de marques et enseignes qui sont référencées. Donc, en un an, vous avez référencé 2 millions de produits possibles qui sont éthiques et solidaires, j'allais dire. Oui, c'est ça. Alors du coup, en fait, comment on a fait? Alors, on est une coopérative. C'est vrai que je disais qu'on est une entreprise sociale, donc je vais préciser, on est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est assez nouveau, enfin en tout cas, il y en a peu encore. Le principe, c'est qu'on est une société qui est administrée à la fois par ses salariés, par les boutiques. Nos boutiques aussi décident de l'avenir des Ticado, par nos clients, et puis par aussi nos financeurs, etc. Donc tout ça, c'est un système très démocratique. Ce qui fait qu'en fait, nous, dans nos membres fondateurs, on a des gens qui étaient là dès le début, qui ont adhéré au projet. On a des gens comme Croix-Rouge Insertion, comme la Fédération Envie, Artisans du Monde, Dream Act, des gens comme ça. En fait, il y a des gens comme Label Emmaüs aussi. Label Emmaüs, je ne sais pas si vous connaissez, on parlait un peu des alternatives à Amazon. Label Emmaüs, c'est une super alternative. C'est globalement Emmaüs qui a décidé de se dire, tiens, ce qu'on vend sur nos bric-à-brac, on peut aussi le vendre en ligne. Donc ils ont créé un site qui s'appelle Label Emmaüs, qui fait partie des membres fondateurs des Ticado, qui étaient là au début. Et sur Label Emmaüs, déjà, il y a plus d'1 million de produits. Alors c'est énorme. Ensuite, on va aller, ne serait-ce que dans la librairie. Alors justement, Amazon, c'est des livres. Là, il y a tous les livres d'occasion. Enfin, pas tous les livres, mais beaucoup de livres d'occasion. Déjà, vous avez 1 million de produits, donc en fait, ça va très vite pour référencer 2 millions, parce qu'on s'appuie justement sur des marketplaces comme ça qui ont déjà une très belle offre. On ne va pas forcément aller chercher les marques les unes après les autres, on va plutôt s'appuyer sur des gens qui ont déjà fait ce travail et puis justement agréger tout ça pour faire vraiment une carte cadeau qui a du sens. Alors du coup, quel est votre modèle économique du fait que vous êtes une coopérative? Alors nous, le modèle économique, donc on est une coopérative, on a but non lucratif, j'ai l'habitude de dire, parce que la coopérative, on ne peut pas spéculer, la part sociale de l'action, sa valeur est invariable dans le temps. On ne verse pas de dividendes. On a d'ailleurs plafonné les salaires, on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale, donc on coche pas mal de cases justement. Pour autant, on est quand même une société parce qu'on a une activité commerciale de vente de cartes cadeaux. Le modèle économique, c'est on va vendre des cartes cadeaux, donc à des particuliers qui vont l'offrir à leurs proches ou à des professionnels qui vont l'offrir à leurs salariés ou leurs clients, leurs partenaires, etc. Nous, imaginons qu'on prend l'exemple d'une carte cadeau à 100 €, donc le montant est libre, on va prendre l'exemple de 100 €. Si on vend une carte cadeau à 100 € à quelqu'un, cette personne va l'offrir à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre va aller la dépenser dans une boutique. Donc nous, on aura isolé les 100 €. Quand ils seront dépensés, on reversera à la boutique 100 € moins une commission d'apporteur d'affaires. C'est votre modèle économique. Voilà, qui représente l'essentiel du chiffre d'affaires des Ticado. Et sachant que une carte cadeau, je pense que ça nous est tous déjà un peu arrivé, il y a un moment où on peut l'oublier, on peut la perdre, etc. Et donc nous, on a le droit de récupérer ces montants une fois qu'ils sont périmés, que la personne ne les réclame pas. Donc voilà, c'est l'autre partie du chiffre d'affaires des Ticado. Qu'est-ce que ça veut dire une option périmée? Ça veut dire que la carte, elle est limitée dans le temps? Oui, les cartes cadeaux sont limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une valeur qui est provisionnée à l'infini. Donc ça veut dire qu'il faut que soit la personne l'utilise, soit qu'il y a un moment, en fait, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. D'où le fait que les Donc imaginons qu'on verse 100 € pour Noël, par exemple. On veut offrir cette carte. On a combien de temps pour l'utiliser? Alors nous, c'est amusant parce que en fait, on avait fait l'étude et plus la carte est valable longtemps, moins les gens l'utilisent. Oui. En mode, si la carte elle est valable 2 ans, on a tendance à dire bon, c'est bon, j'ai le temps. Si je vous offre une carte qui est valable 3 jours, vous allez l'utiliser tout de suite. Du coup, nous, on s'est dit un bon compromis, c'est 6 mois. Et on s'est dit attention, comme on sait que c'est moins long que d'habitude, il faut qu'on ajoute quand même des possibilités. Donc chaque personne qui reçoit une carte Ticado, donc il peut avoir une interface, il peut. Donc c'est une carte virtuelle ou est-ce que c'est une carte physique? On a les deux formats. On a le format physique, voilà, qui ressemble à ça. Alors c'est pas en plastique parce qu'on n'aime pas trop les plastiques à usage unique. Du coup, on dirait beaucoup du plastique. Je vous la ferai passer si vous voulez, les mains propres.
Du coup, c'est du papier très épais. Alors les gens pensent que c'est du plastique, mais ce n'en est pas. On voulait justement sortir de la logique des plastiques à usage unique qui est courant dans la carte cadeau. Et on a aussi un format digital. Alors c'est hyper pratique, c'est-à-dire que si vous voulez un cadeau de dernière minute, du coup, nous, notre plus gros chiffre d'affaires, c'est sur le 23-24 décembre. C'est sur de la e-carte cadeau où voilà, on reçoit la carte cadeau directement dans sa boîte mail. C'est-à-dire que finalement, si on s'y prend très en retard pour ces cadeaux de Noël, on va sur votre site internet, sur votre plateforme, et on peut avoir autant de cartes qu'on veut finalement. Exactement, c'est pour ça que ça fonctionne très bien vraiment dans les jours qui précèdent Noël, où effectivement, en 2 minutes, vous avez commandé une carte cadeau ou plusieurs du montant libre entre 20 et 250 €, vous la recevez directement. Et ensuite, ce que je vous disais, oui, les bénéficiaires peuvent prolonger la durée de vie de leur carte par eux-mêmes. Donc ils peuvent soit inscrire leur adresse mail, soit ils peuvent se noter la date de fin de validité de leur carte, ils peuvent le faire, soit ils peuvent renseigner leur adresse mail et ça leur envoie un mail automatique 1 mois avant la date de fin de validité, et quoi qu'il arrive, ils peuvent la prolonger autant de fois qu'ils veulent. En fait, l'objectif derrière Etikado, c'est pas que les gens consomment pour consommer, mais c'est qu'en fait ils aient le temps d'analyser ce dont ils ont besoin, pour pas qu'ils disent « Ah, il me reste que 2 jours avant de consommer ma carte cadeau, vite, je vais m'acheter quelque chose ». Et c'est là où on peut facilement tomber dans des dérives un peu surconsuméristes, de prendre des choses dont on n'a pas forcément besoin, et c'est exactement l'inverse de ce que nous on recherche. Mais est-ce que vous envoyez un petit message éventuellement pour dire attention, vous êtes proche de la fin de votre carte? Oui, mais pour ça, il faut que la personne qui reçoit la carte cadeau doit renseigner son adresse mail, parce que nous, on n'a pas l'adresse mail de la personne qui a reçu la carte cadeau. Vous ne pouvez pas le savoir, bien sûr. On ne sait pas qui c'est. Donc, c'est facultatif, parce qu'on n'est pas amené à collecter de la donnée personnelle sans en être autorisé, sans que la personne soit vraiment complètement informée. Donc, la personne peut le faire si elle veut, et ce qui permet d'enclencher 1 mois avant le petit mail de rappel. Coucou, utilisez votre carte, vous prolongez là, vous faites un don, comme vous dites. Alors, c'est vrai, Prince, on va rappeler l'adresse de la plateforme avant de poursuivre notre entretien. C'est www.etikado.co, et Etikado, ça s'écrit E-T-H-I-K-D-O. Voilà. Et donc, quel est le montant minimum, finalement, que je peux prendre si je veux offrir une carte à des amis ou à ma famille? On a fixé le montant minimum à 20 €. On s'est dit qu'en dessous de 20 €, on aurait pu... En fait, il fallait un montant. Voilà, on s'est dit 1 €, c'est peut-être pas très intéressant. 20 €. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que la personne, même avec une carte à 20 €, elle peut bien entendu dépasser le montant. C'est-à-dire que si elle a envie d'acheter un smartphone reconditionné, par exemple sur le site de Label Emmaüs, ça ne va pas lui coûter 20 €, ça va lui coûter peut-être 150 €. Mais les 20 €, elle va pouvoir compléter de 130 €. Bien sûr. Ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ce petit coup de pouce budgétaire pour consommer plus durable. D'avoir peut-être ce petit effet qui enclenche le fait que, bien sûr, on parlait de reconditionner, mais si on veut s'acheter un t-shirt au coton bio made in France, il va coûter plus cher que celui de la fast fashion. Et c'est là où la carte cadeau peut être intéressante, parce qu'elle permet justement d'enclencher un acte de consommation responsable. Alors, combien d'entreprises ou de labels ou de marketplaces avez-vous dans votre portefeuille en ce moment? Alors, dans les gens chez qui la carte est valable, il y a plusieurs centaines de marques et enseignes. Le compte, je ne saurais pas vous le dire, des boutiques physiques, on en a 125 au dernier compte. Donc principalement aujourd'hui à Paris et en Ile-de-France. Et là, on commence à en avoir, on est assez jeune, on s'est lancé il y a 1 an. Donc on commence à en avoir à Lyon, dans les grandes villes, on a c'est Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, et puis on en a 4 en Belgique aussi. Puisqu'en fait on a eu un client professionnel, un grand groupe du CAC 40 justement, qui nous a dit j'ai des salariés en Belgique, ils veulent vouloir aussi, on veut que la carte soit valable en Belgique. Donc on s'est dépêché de rendre la carte valable en Belgique aussi. Comment faites-vous justement pour vous développer commercialement? Alors moi j'ai une équipe de 3 commerciaux. Alors commercialement, on adresse vraiment 2 marchés très distincts. On a les particuliers et on a les professionnels, notamment les comités d'entreprise. Donc peut-être pour parler des comités d'entreprise, on fait des salons des comités d'entreprise. On travaille beaucoup sur notre référencement internet, c'est-à-dire que quand on tape carte cadeau écologique, carte cadeau éthique, l'objectif c'est qu'on tombe sur nous. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs ou les comités d'entreprise qui veulent apporter une dimension, une pratique RSE, une politique qui souhaitent apporter, la décliner sur leur cadeau, il faut qu'ils puissent tomber sur nous. Donc ça, c'est assez important. Et au niveau des particuliers, là, il y a pas mal de stratégies. Alors nous, on ne fait pas de Facebook Ads ou des choses comme ça, on n'aime pas trop faire de pub sur les réseaux sociaux. On va faire vous allez nous trouver sur Lilo ou Ecosia, qui sont des alternatives à Google, qui permettent de faire des dons à des associations ou planter des arbres. On travaille avec Good Deal aussi, qui est une solution de publicité solidaire. Voilà, avec l'objectif, à chaque fois, dès qu'on fait quelque chose, on se dit comment est-ce qu'on peut le faire de la manière la plus écologique et solidaire possible.
Et au final, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui Etikado fonctionne bien, c'est aussi, je pense, parce qu'on est dans cette optique-là et que du coup, nos clients et puis les gens qui ne sont pas encore nos clients se reconnaissent dans cette façon de faire et se disent, bah oui, en effet, ils s'appellent Etikado, ils ont éthique dans leur nom, mais en fait, ils font vraiment tout pour l'être. Et d'ailleurs, vous le pratiquez même en interne, puisque tout à l'heure, vous nous avez développé en introduction, lors des infos, vous avez développé ce que vous faisiez également finalement pour le bien-être de vos salariés. Oui, alors ça en plus, alors j'ai développé, ça c'est le résultat, en fait, on a décidé ça tous ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas une grosse équipe, on est 9 aujourd'hui, même si il y a quelqu'un qui arrive chaque mois en ce moment, donc on s'étoffe vite. Mais l'idée, ça a été, moi j'étais presque à l'initiative d'une seule des 4 ou 5 actions, et le reste c'est venu des équipes. Et on l'a décidé ensemble, justement, le confinement. Alors, vous êtes 9 en ce moment, au bout d'un an. Ça veut dire que vous êtes 9 tous salariés, ou est-ce qu'il y a des bénévoles encore, où certains n'arrivent pas à se rémunérer? Alors, non, on pourrait avoir des bénévoles parce qu'on est une coopérative d'intérêt collectif, donc on pourrait. On n'a pas de bénévoles. Aujourd'hui, donc, on a une partie des équipes qui est effectivement salariée ou freelance, ou alors on a 2 stagiaires. Hein. De toute façon, comme beaucoup d'entreprises commencent, et puis de toute façon, nous, le premier stagiaire que j'ai eu, aujourd'hui, donc il n'a pas le terme de directeur, mais il est un peu le directeur commercial. Donc l'idée, pareil, là, les stagiaires qu'on a, on va les embaucher à l'issue de leur stage. C'est quand même un bon tremplin. C'est l'objectif. C'est l'objectif dans des jeunes sociétés comme ça. C'est un stage qui est là. Le principe du stage, c'est que la personne est là pour apprendre, mais ça va dans les 2 sens. Et nous, l'idée, c'est d'avoir des gens au bout de 6 mois qui puissent rester, parce qu'au bout de 6 mois, quand même, ils sont formés, ils sont complètement opérationnels, et les voir partir, ce serait vraiment dommage. Alors, vous avez fait une première levée de fonds en 2019. Là, en 2020, vous en faites une nouvelle. Oui. Expliquez-nous, au départ, comment ça s'est passé, ce process de lever le fonds. Est-ce que c'était compliqué? Alors, c'est compliqué, je pense, pour toutes les sociétés, mais quand on est une coopérative, c'est encore plus compliqué. Parce que le principe des levées de fonds, souvent, on va avoir des fonds d'investissement ou des business angels qui vont venir, qui vont mettre, allez, je dis n'importe quoi, 10 000 €, et leur objectif, c'est qu'au bout de 3 ans, ces 10 000 €, ils en valent 50 000, et qu'ils repartent en ayant fait une plus-value. Quand on est une coopérative, les 10 000 €, 3 ans plus tard, ils valent toujours 10 000 €. Et 10 ans plus tard, c'est pareil. Donc du coup, il y a quand même, heureusement, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi. Alors moi, de la première levée de fonds, c'était, j'ai mis un peu d'argent en moi, j'ai été voir mes proches pour leur demander, est-ce que ça vous dirait de participer. Et ensuite, on a eu un soutien de la ville de Paris, via le budget participatif des Parisiens. On a été aussi lauréat des trophées de l'économie sociale et solidaire, donc ça nous a permis d'avoir une prime pour ça. On a fait une campagne de crowdfunding aussi, qui nous a permis du coup d'avoir des particuliers qui nous ont soutenus. On a eu des clubs Cigale, qui sont des clubs d'investisseurs de l'économie sociale et solidaire. Le principe des clubs Cigale, c'est que vous mettez avec 10 ou 15 personnes, que vous connaissez ou pas, vous mettez chacun de côté, par exemple 20 ou 50 € chaque mois. Et au bout d'un moment, il y a 2 000 €, et vous dites, tiens, on va aller voir quel projet on va soutenir. J'oublie des choses, oui, et on a complété avec un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro de PIE, qui est l'équivalent de France Active et Initiative France à Paris, et un prêt à la MEF, qui est une banque de l'économie sociale et solidaire. Ce qui nous a permis de lever 120 000 € avant notre lancement, et ce qui était, nous on avait besoin de 100 000 €, ce qui est encore plus que ce dont on avait besoin pour lancer le projet, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à mettre en place, notamment tout un système de monnaie électronique, donc il y avait beaucoup de développement, parce que ce qu'on faisait n'existait pas. Et aussi développer un réseau, parce qu'une carte cadeau multi-enseigne, si on était arrivé avec 2 enseignes, c'était pas très attractif. Donc il y a tout ce temps de développement, bien sûr, auparavant. C'est ça, exactement. Et là, la levée de fonds qu'on fait cette année, c'est une levée de fonds beaucoup plus sur de l'accélération commerciale. On s'est rendu compte qu'on avait, ça c'est très bien, on a des taux de satisfaction client qui sont très élevés, on a un taux de recommandation à 4,7 sur 5, donc de recommandation, donc c'est 98% des gens nous recommandent. Et le souci qu'on a, c'est qu'en fait, personne ne nous connaît. On est encore tout petit. Et comment est-ce qu'on se fait connaître? On est face à des géants dans la carte cadeau multi-enseigne. Quand je dis c'est des géants, je vais noter quelques-uns. C'est Edenred, Sodexo, le groupe Up, c'est des multinationales énormes. Oui, mais ça vous fait pas peur finalement? Non, nous on n'a pas peur. On est un peu sur une niche quand même, parce que nous, notre carte, elle n'est pas valable chez les mêmes acteurs qu'eux. Mais ça veut dire qu'eux, ils ont des budgets commerciaux, etc. Là où moi, j'ai 3 personnes au commercial et je suis super content. J'ai l'impression d'avoir une grosse équipe. Eux, en regardant, ils disent que pour la même chose, ils sont 60 ou 80. Donc, ils n'ont pas du tout la même puissance. Donc là, l'objectif, c'est quand même d'étoffer l'équipe. Et puis aussi, on a 2-3 projets qui seront plutôt pour 2021, donc je ne vais pas forcément parler maintenant,
de lancer d'autres produits qui sont toujours dans la consommation à impact positif. On ne va pas donner tous les secrets aujourd'hui, vous reviendrez nous le dire en 2021. Avec plaisir. Par contre, qui est allé à la recherche de tous ces financements? J'imagine que c'est pas vous tout seul, parce qu'il faut aller vite quand on a une telle idée. Bah si, c'est moi tout seul. Vous tout seul. Ouais, mais le principe de toute façon, je pense que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, je suis un ancien de chez un grand groupe du recyclage qui s'appelle Paprec, et je me rappelle, le PDG m'a beaucoup inspiré, Jean-Luc Petit-Huguenin, il est assez connu, il a été entrepreneur de l'année, etc. Il disait au XXe siècle, ce sont les gros qui mangeaient les petits, et au XXIe siècle, ce seront les rapides qui mangeront les lents. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Alors nous, on a envie de manger personne, mais on n'a pas envie de se faire manger non plus. Ce qui fait qu'effectivement, l'objectif, je pense qu'il faut aller très très vite. Mais alors rapide, c'est parce que vous avez été joueur professionnel de rugby? Peut-être, peut-être. Je pense que c'est ça. Alors, joueur professionnel de rugby, en même temps qu'on fait des études, etc. Je pense que ça demande effectivement la capacité à s'organiser et être sur plusieurs fronts en même temps pour faire avancer ces différents projets en n'en négligeant aucun. Donc je pense que, je me rends compte que les techniques, parce que on l'oublie, mais souvent on est soit étudiant, soit sportif professionnel, on est rarement les deux. Et moi, j'avais pas d'horaire aménagé, j'avais rien. Du coup, en fait, vous n'aviez pas fait sport-études à l'époque? Non, parce que en fait, mon école de commerce, il n'y avait pas de. J'étais en centre de formation. Les centres de formation, c'est vraiment spécifique pour la partie sportive. Et puis les joueurs de rugby, c'est pas les montants des salaires annoncés par les joueurs de foot, ça n'a rien à voir comme secteur. Non, on vit bien quand même. Moi, j'étais vraiment pas à plaindre hein, en tant qu'étudiant. J'ai mis pas mal de temps dans ma vie professionnelle future après le rugby. Donc moi, j'ai arrêté le rugby à 24 ans, avant de retoucher le niveau de salaire que j'avais en tant que joueur de rugby. Mais joueur de rugby, la différence, c'est que la carrière est très courte. Hein. Alors moi, j'ai arrêté à 24 ans, donc la carrière était ultra courte. Mais oui, on n'est pas tous sur les mêmes montants, mais je pense que le football, dans le sport professionnel, c'est un peu... surtout le football de haut niveau qu'on voit à la télé, je pense que c'est un peu l'anomalie. On regarde beaucoup ça, mais il y a beaucoup de sportifs professionnels qui touchent le SMIC ou qui sont pluriactifs, qui sont semi-professionnels. Et la majorité des sportifs professionnels, on est quand même dans cette situation-là. Mais en même temps, cette formation au sport, ça vous a aidé pour créer votre propre start-up? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui m'ont aidé dans ce domaine. Il y a l'aspect... Alors, je pense qu'il y a des choses innées, c'est-à-dire quand on est sportif professionnel, je pense que en tant que tel, on a quand même un esprit de compétition, sinon on n'y arrive pas. Je pense que c'est un peu la condition nécessaire. Là où le rugby m'a beaucoup aidé, c'est beaucoup plus dans l'approche collective. L'approche collective, elle était peut-être moins innée chez moi. Et on se rend compte sur un terrain de rugby, tout seul, on n'est juste rien. Même à l'entraînement, tout seul, on n'est rien. Et Ticado, tout seul, je ne serais rien. D'ailleurs, c'est une coopérative. Je pense que c'est pas j'ai créé ça en coopérative, je pense que c'est pas arrivé de nulle part. J'avais envie que ce soit un projet collectif parce que je savais que les projets collectifs vont plus loin. Et l'équipe, beaucoup de décisions sont prises collectivement parce que je sais que ça permet d'avoir une adhésion et ça permet que le projet, tout le monde se l'accapare et que ça ne devienne pas le projet de Séverin Prats et Ticado, ça devient le projet de tous les salariés, des enseignes qui nous suivent, etc., des financeurs qui nous soutiennent aussi. Et c'était assez important. Donc je pense que le sport le sport de haut niveau, en tout cas le rugby, m'a plus apporté de ce point de vue-là, au-delà de l'esprit de compète, etc., qui peut bien sûr. Qui est nécessaire, je pense, quand on est un entrepreneur. Je pense que rares sont les entrepreneurs que ça ne dérange pas de perdre un marché. Voilà, je pense qu'il y a quand même une volonté d'être un peu ambitieux et voilà, d'essayer de conquérir. Donc là, vous êtes à la recherche de 150 000 € à peu près pour vous développer, c'est ça, Séverin Prats? Ah oui, on les a trouvés. Pardon, c'est vrai que j'ai pas... Oui, non, on les a trouvés. Nous, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que Ticado, on a pu être rentable dès notre premier exercice. Donc, d'où le fait il y a beaucoup de startups qui, justement, sont obligées de lever régulièrement des fonds. Et du coup, auprès de fonds d'investissement qui demandent de la rentabilité à court terme, etc. Nous, on a eu la chance de pouvoir être... la chance, on a beaucoup travaillé pour, hein, c'est pas que de la chance. L'objectif, c'est vraiment d'accélérer. Donc là, on a trouvé effectivement ces montants-là, notamment par pas un fonds d'investissement qui est un peu particulier, qui s'appelle France Active Investissement. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas au capital directement, ils font des titres participatifs, qui sont des semi-fonds propres. Donc, globalement, je vais résumer, c'est de la finance. Moi, je ne suis pas un expert en finance, mais je suis obligé de m'y mettre. C'est comme un emprunt à très long terme qu'on n'est pas forcément obligé de rembourser à son terme. Et si on ne le rembourse pas, le taux augmente. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on vous laisse le temps de rembourser tranquillement au fur et à mesure des années. C'est ça. Et tant pis, le taux augmente au bout de la première échéance. C'est ça. Là, il y a 80 000 € comme ça. Les 80 000 €, je paye un pourcentage chaque année d'intérêt. Mais les 80 000 €, je les rembourse qu'au bout de 7 ans. La somme des 80 000 €. Et si alors, quels sont les taux? Expliquez-nous un petit peu. Les taux, ils sont supérieurs. Forcément, ce n'est pas les taux d'emprunt. Donc, souvent, on est entre 3 et 7% pour ce genre de choses.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les rembourse au bout de 7 ans. Et si on ne veut pas les rembourser, ben en fait, on ne les rembourse pas. Et du coup, oui, mais alors du coup, ça passe, le taux, il augmente de 0,5% par an. Voilà. Donc le taux devient un peu plus cher si on ne Exactement. rembourse pas à l'échéance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon aussi de fonctionner qui est très basée. On ne fait pas ça avec n'importe qui. Et le fonds d'investissement, il ne fait pas ça avec n'importe qui. C'est aussi une marque de confiance. Ça veut dire qu'on a envie d'avancer ensemble quand on va sur ce type de financement. Et après, on a fait du bancaire classique à la Nef, qui est notre banque, une banque coopérative, avec qui voilà, on a complété. Et un des intérêts d'être une coopérative d'intérêt collectif, c'est qu'on a aussi des particuliers qui investissent directement chez nous. Globalement, tout le monde peut prendre une part sociale d'Etikado sur le site d'Etikado, c'est-à-dire une ou plusieurs. En plus, c'est petit appel, mais en plus, c'est défiscalisé à hauteur de 25%. On a des gens comme ça qui vont prendre 2 parts sociales, par exemple à 100 €. Finalement, ça leur coûtait 75 € via le crédit d'impôt. Voilà, il faut juste qu'il reste 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, Actionnaire. ils perdent leurs 100 €. Voilà, où ils restent. Nous, on aime bien qu'ils restent. Et ça devient un peu mes patrons. Alors l'objectif pour vous, bah oui, j'imagine que dans ces cas-là, vous aurez des comptes à rendre Oui. chaque année, comme les sociétés cotées finalement. Et donc là, les 150 000 € pour vous, concrètement, c'est investir dans qui, dans quoi? Alors, il y a plusieurs axes. Il y a bien sûr innover. Pour être toujours, nous, on a un système de monnaie électronique qui est très innovant. On est vraiment à cheval entre French Tech, d'ailleurs on est soutenu par la BPI, c'est ce que je voulais dire, et économie sociale et solidaire. On est vraiment un peu sur ces 2 domaines, ce qui est assez rare, on n'est pas très nombreux là-dessus. Donc voilà, il y a encore des développements tech à faire, notamment pour lancer, on lance mardi prochain, mais je peux en parler, un nouvel usage de la carte. Donc ça, ce sera... Nous, la carte, comme je vous disais, la carte Etikado, elle est valable pour acheter en ligne des produits, pour acheter des produits en boutique ou pour faire un don à une association. Mais en fait, pour nous, consommer durablement, c'est pas uniquement acheter des produits qui durent plus longtemps, qui sont produits plus localement, qui sont plus sains. Pour nous, il y a d'autres façons de consommer durablement, autres qu'acheter, notamment apprendre à faire par soi-même, louer un Fairphone, qui sont les smartphones durables. Ça peut être aussi faire du troc avec ses voisins. Et ça, globalement, nous, la carte Etikado, maintenant, on a créé ce qu'on appelle l'échoppe de la transition. C'est globalement la possibilité de transformer sa carte Etikado en autre chose, par exemple pour aller faire un atelier, pour s'abonner à une revue durable, et même pour planter des arbres, pour calculer son empreinte carbone. Et puis voilà. Donc l'objectif, donc ça c'était une des raisons pour lesquelles on a levé des fonds, c'est vraiment de faire de la carte cadeau qui est à l'origine, je pense, un outil un peu consumériste, etc., d'en faire un outil de transition, tout en se faisant plaisir. Il y a toujours le côté cadeau-plaisir, mais qu'on peut en fait permettre, en offrant une carte Etikado à un de ses proches, l'aider à faire sa propre transition à son rythme. C'est-à-dire qu'il peut aussi s'acheter des produits. Voilà, donc ça, on avait besoin de développer ça. Donc c'était des développements techniques. Et ensuite, c'est staffer l'équipe. Moi, j'en ai marre de payer mes stagiaires au minimum aussi. Je trouve que voilà, par rapport au travail qu'ils font, je pense que c'est important de pouvoir les payer plus. Aujourd'hui, je ne peux pas. Donc là, je vais pouvoir. Voilà, ce genre de développement. Voilà, c'est le scoop du jour, c'est que Etikado se transforme et donc on aura plus de possibilités finalement à la fois pour soi et à la fois pour offrir à d'autres. Bien sûr. Merci Séverin Prats de nous avoir proposé cette belle idée et toutes ces énergies positives. Comme je dis toujours, le bar de l'économie, c'est un cocktail d'énergie. On apprend toujours quelque chose. En tout cas, on va rappeler, si vous voulez, votre plateforme, le nom et comment la contacter. Et puis, si des gens veulent vous rejoindre, on va également donner l'adresse à qui il faut écrire. Oui, alors la plateforme c'est Etikado, donc ça s'écrit www.etikado.co. Pour nous contacter, l'adresse mail c'est hello@etikado.co. Voilà, alors Véronique Ribou, je pense que ça vous fait réfléchir de telles innovations. Oui, bien sûr. J'ai écouté très attentivement ce que disait Séverin et franchement, oui. Alors c'est vrai que moi je suis d'une génération où on n'a pas forcément cette culture-là, même si on prend conscience que vous avez raison, il y a plein de belles initiatives comme ça à faire. Et puis il a dit quelque chose que lui disait son ancien patron, c'est qu'effectivement, demain, ceux qui réussiront, c'est ceux qui iront vite. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important. Et je m'intéresse un petit peu parce que on est tous obligés un petit peu de le faire, effectivement, à cette économie solidaire et à ce qu'a envie et ce qui est en attente aujourd'hui la jeune génération. En tout cas, bravo.
Et alors, ma question, si je peux me permettre, on sait tous que pour remonter quand on tape sur Internet, est-ce que ça, c'est des budgets qui vous semblent conséquents et qui vous permettent, et avez-vous la possibilité de les assumer? Donc le budget marketing, Séverin Prat. Alors en fait, si soit on peut dépenser de l'argent, ou alors nous on avait décidé une autre stratégie, c'est on essaie d'être le plus malin possible. Le plus malin possible, ça veut dire que, je vais donner 2-3 exemples. Typiquement, au début, on tapait Etikado, on ne tombait pas sur nous. Et en plus, Etikado, il y a plein de façons de l'écrire. Du coup, par exemple, on peut l'écrire CADO, on peut écrire KADO, etc. Du coup, quand les gens écrivaient ça, ils ne tombaient pas sur nous. Donc on a écrit une page, comment écrire Etikado, avec toutes les orthographes possibles, avec un lien sur chaque orthographe qui menait vers notre homepage. On l'a mis en footer du site, donc le footer, c'est ce qu'on voit en bas. Donc ce lien est présent sur toutes les pages de notre site. Et ce qui fait que ça a accéléré, du coup on s'est retrouvé à pouvoir être là-dessus en premier. Pareil, on a nommé les pages avec des Etikado, KADO. En fait, il y a plein de stratégies comme ça qui existent. Alors ça ne demande pas d'argent, ça demande juste de s'y intéresser. De réfléchir aux meilleurs mots finalement. Quand on dit choisir les meilleurs mots, en fait c'est un peu ça. C'est super important. Nous, on a une des raisons de notre succès commercial, c'est quand les comités d'entreprise aujourd'hui qui s'appellent des CSE, je ne vais peut-être pas dire ça, c'est un peu des secrets, mais quand on tape carte cadeau CSE, on tombe sur nous, je crois, dans le top 3. Et pareil, quand on tape cadeau confinement, pendant le premier confinement, j'ai pas été voir, on tombait sur nous, sur Google, dans le top 3. Pourtant, on n'est pas très gros, et en fait, c'est juste qu'on avait écrit des articles de blog avec les bons mots-clés, et qui étaient suffisamment attractifs pour que Google voit, tiens, c'est les bons mots-clés, je vais voir comment réagissent les gens. Et en fait, après, les gens restaient sur l'article et allaient voir un autre article. Donc Google disait, c'est un article de qualité, ce qui fait qu'en fait, il nous a fait remonter petit à petit. Et ça ne coûte pas d'argent. Bravo, hein, c'est très astucieux, c'est vrai que ça demande un savoir-faire. Comme toujours, eh bien, c'est les savoir-faire et les bonnes idées qui sont importantes. Mais il y en a plein des bonnes idées, c'est pour ça que nous sommes là tous les jours. Et du coup, je vais remercier Véronique Ribou, maire de Moisselles, et Séverin Prat, fondateur et président d'Etikado, d'être venus ce matin. Vous pourrez retrouver cette émission, bien sûr, sur la chaîne YouTube dès cet après-midi et puis sur notre nouvelle plateforme bardeléconomie.fr. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Et je vous dis bien sûr à demain.